Coup de pouce pour la planète, nouvelle édition. Bienvenue dans l'émission de TV5 Monde entièrement consacrée au développement durable. Coup de pouce pour la planète ou comment évoquer, parler, trouver les solutions pour préserver, sauvegarder la planète. On se retrouve juste après le sommaire de l'émission. Le développement durable, ça existe même aux États-Unis et ça génère même des emplois. Rencontre avec un ex-chômeur devenu réparateur d'éoliennes. Quand les vaches tiennent salon, elles se retrouvent à Paris et elles font quoi? Elles regardent passer les visiteurs. Rouler propre, rouler mieux et pour moins cher, c'est notre séquence éco-geste. Enfin, dernier épisode de notre feuilleton Le blé du désert avec nos amis Touareg, producteurs de farine. Et cette semaine, l'invité de Coup de pouce pour la planète s'appelle Jacques Bondjawo, 50 ans le 30 décembre prochain, ingénieur informatique. Bonjour Jacques Bondjawo. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Coup de pouce pour la planète. Vous avez passé 10 ans chez Microsoft. Vous avez d'ailleurs été le premier Africain à siéger au conseil d'administration du groupe fondé par Bill Gates. Et puis en 2006, c'est le déclic, le tournant, je ne sais pas comment il faut qualifier ça. Vous quittez Microsoft pour prendre la tête de Genesis Telecare, une entreprise spécialisée dans la télémédecine. Avant de revenir sur votre parcours et sur le sens de votre engagement, on va passer à l'image de la semaine. C'est une pomme de terre, mais une pomme de terre pas comme les autres. Elle s'appelle Amflora et elle est génétiquement modifiée. Une pomme de terre OGM, donc, conçue par l'allemand BASF. Et Bruxelles vient d'autoriser sa culture en Europe. Chaque pays reste libre de la cultiver ou pas. Grâce à sa forte teneur en amidon, Amflora est surtout destinée à l'industrie du papier, mais voilà, les résidus, eux, pourraient être destinés à l'alimentation animale. C'est donc la pomme de terre de la discorde, si vous me pardonnez ce mauvais jeu de mots, qui relance le débat sur les OGM en Europe. Jacques Bondjawo, vous habitez aux États-Unis, les OGM sont là-bas monnaie courante. Est-ce que vous comprenez le débat, la passion autour de cette nouvelle pomme de terre ? Tout à fait, je dirais que je le comprends parfaitement, dans la mesure où, bien évidemment, les gens ont peur. Ils pensent peut-être qu'on va leur donner des produits qui pourraient avoir un impact négatif sur leur santé, tôt ou tard. Dans le même temps, il faut avancer. Vous l'avez dit vous-même d'entrée de jeu, à Bruxelles, les pays européens sont libres, chaque pays sera libre de la cultiver ou pas. Je crois que cet élément de liberté est quand même important. Ça donne le temps aux uns et aux autres d'examiner de près cette situation des OGM, mais il faut savoir aussi que ça risque d'être incontournable sur le long terme, dans la mesure où vous avez des pays comme la Chine qui cultivent les OGM en quantité très très importante, les États-Unis bien sûr, donc il faudrait en tenir compte. Alors via Genesis Telecare, l'entreprise que vous dirigez, vous faites la promotion de la télémédecine. On s'est quand même posé une petite question, c'est quoi la télémédecine? Alors plutôt que de longs discours, on va essayer de passer les explications en images avec Sophie Roussy. Ici, c'est au centre hospitalier du Lion Noir à Addis Abeba, un centre pilote qui a développé un système de télémédecine avec des spécialistes indiens. En cas de doute, en cas de diagnostic difficile, les webcams sont connectés, les médecins se consultent, des patients peuvent être soignés sans quitter le pays. Nous reprenons l'historique et les examens faits sur le patient. Nous collectons les renseignements le concernant, les mettons sur ordinateur et les envoyons par email en Inde. Alors, les spécialistes examinent le dossier, nous discutons du diagnostic et du traitement approprié. On partage nos hypothèses. L'Éthiopie manque de médecins et d'infirmières, un docteur pour 37 000 patients, une pénurie due à la fuite des cerveaux et au salaire trop bas. De plus, les toutes dernières techniques médicales ont bien du mal à parvenir jusqu'aux campagnes, alors la télémédecine permet de niveler ces inégalités. Le recours à la télémédecine est très utile aux patients, mais pas seulement. Cette technique est très utile aussi aux médecins des zones rurales. Le personnel de santé qui travaille à la campagne peut enrichir ses connaissances médicales grâce à la télémédecine. Alors Jacques Bondjawo, je pense qu'on a une vue d'ensemble de ce qu'est la télémédecine. Et pourquoi est-ce que vous dites que ça s'inscrit dans une logique de développement durable ? D'abord parce qu'il faut que les gens soient en très bonne santé pour pouvoir
développer leur pays. Dans le cas du Cameroun, où je travaille sur ce projet de télémédecine, j'ai eu la chance de travailler justement avec les autorités qui m'ont autorisé, dans le cadre du développement durable, justement, de poursuivre cette démarche dans l'arrière-pays, c'est-à-dire essentiellement en zone rurale. Votre reportage l'a indiqué, les médecins, très souvent, sont basés dans les zones rurales. Dans les zones urbaines, pardon. En particulier, les spécialistes, par exemple les cardiologues. Dans aucune zone rurale au Cameroun, par exemple, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique, vous ne pouvez trouver un cardiologue. Donc, en étant au centre urbain, la télémédecine permettrait à ces cardiologues de se connecter aux populations qui se trouvent en zone rurale et de leur fournir des soins de qualité, de faire par exemple des diagnostics. Des diagnostics, mais on ne peut pas soigner. Bien sûr qu'on peut soigner, c'est-à-dire qu'il y a le personnel de la santé qui se trouve en zone rurale avec les patients. La seule différence, c'est que le spécialiste, lui, il se trouve en zone urbaine. Donc, il peut faire des recommandations à des kilomètres de là. En fait, il peut même se trouver en dehors du pays. C'est le cas, par exemple, aux États-Unis, où nous avons des collaborateurs, des médecins collaborateurs, qui se connectent à nos patients et à nos personnels de santé qui, eux, se trouvent dans l'arrière-pays et ils échangent avec ces personnels de la santé qui suivent les instructions du médecin en question. S'il faut une prescription médicale, et bien sûr, c'est le médecin qui fait la prescription et le relais, ce sont les personnels de la santé qui sont sur place. Vous êtes un entrepreneur, certes engagé dans cette démarche de développement durable, mais vous n'êtes pas totalement philanthrope. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent en s'implantant, en développant la télémédecine? C'est vrai qu'au départ, il faut en amont des investissements assez importants. Nous avons essayé de le faire. Mais surtout, ce que nous visons à terme, c'est de couvrir un nombre important de patients, donc jouer sur les économies d'échelle. Si nous avons quelques milliers de patients, bien évidemment, on ne pourrait pas atteindre l'équilibre financier dont nous aurons besoin pour continuer d'exister, pour continuer de fonctionner. En revanche, si nous jouons sur le temps, parce que c'est un projet à très long terme, et nous le savons au départ. Quand on dit très long terme, c'est... Très long terme, horizon 5-10 ans. Voilà. Des gens me posent chaque fois la question, après ça, quel sera votre prochain projet? J'ai dit non, je suis dans la télémédecine pour très longtemps. Dans la mesure où il faut atteindre ce que j'appelle une masse critique de patients pour pouvoir effectivement atteindre l'équilibre financier. Et ce sont les patients qui vont payer, c'est ça? Ce sont les patients qui payent, sauf qu'ils payent un coût très faible. Et les coûts sont différents, les tarifs sont différents selon qu'on se trouve en zone urbaine ou en zone rurale. Pour nous, c'est une question d'équité. C'est-à-dire que dans les zones urbaines, on a plus de chances de trouver du travail, donc les prix sont un peu plus élevés. En revanche, en zone rurale, c'est un peu plus difficile de trouver du travail, dont les prix sont un peu plus faibles. Mais tout le monde paye. Alors justement, très rapidement, est-ce que votre entreprise a créé des emplois déjà? Oui, nous avons une trentaine de collaborateurs. Ça fait moins d'1 an que nous avons démarré, sans compter les consultants. Et nous sommes en train d'avancer graduellement. J'espère qu'à terme, nous allons pouvoir couvrir beaucoup de patients. Et j'ajouterai d'ailleurs qu'il y a des pays qui s'intéressent déjà à ce qu'on fait. Nous sommes basés au Cameroun, nous avons démarré au Cameroun, mais il y a le Congo, le Gabon, le Tchad, qui veulent déjà avoir nos services. D'accord. Alors, ma question n'était pas innocente, parce qu'on se pose toujours la question de savoir si la croissance verte, le développement durable sont générateurs d'emplois. Eh bien, apparemment, oui. Direction les États-Unis, la Californie, pour être précis. Laurent Burkhalter, notre confrère de la TSR, a rencontré un Américain heureux. Ancien chômeur, il a retrouvé du travail grâce au développement des énergies renouvelables. C'est le coup de pouce de l'émission. Regardez. J'adore mon nouveau job. Chaque jour, c'est stimulant. Je me réjouis de venir et d'apprendre de nouvelles choses. Anthony a retrouvé le sourire grâce à l'énergie renouvelable. Il y a quelques semaines, il était au chômage, comme un nombre croissant d'Américains. Mon dernier travail, c'était dans un concessionnaire Ford. Et on sait tous comment se porte le marché de l'auto. Alors, j'ai perdu mon job. Financièrement, c'était dur pour ma famille. J'ai des jumeaux de 23 mois et une fille de 11 ans. Les factures, les trucs comme ça, vous savez. Anthony et ce nouveau parc éolien sont le symbole de ce que veut réussir le président Barack Obama. Créer ou sauver 5 millions d'emplois grâce notamment à l'énergie verte. J'aimerais que tu montes au sommet de la tour. Près d'une centaine de turbines dernière génération sur 25 km².
C'est le plus gros projet éolien construit cette dernière année en Californie. Coût 300 millions de dollars. Investir une telle somme en période de crise peut paraître risqué, mais Mark, l'un des directeurs ici, est optimiste. Un vent favorable souffle de Washington. Le plan de relance économique d'Obama est une très bonne nouvelle pour notre industrie. Nous avons maintenant des projets d'expansion grâce justement à ce plan de relance. Partout aux États-Unis, l'énergie verte a le vent en poupe. Alors Jacques Bonjao, l'énergie verte, elle le vend en poupe aux États-Unis, elle l'a aussi un petit peu partout dans le monde. Vous pensez que ça peut être un relais de croissance pour un monde en crise? Je pense que oui. D'abord, aux États-Unis, il faut noter qu'en Californie, la Californie est l'État qui est un peu à l'avant-garde, si je puis dire, de cette technologie verte. Il se trouve d'ailleurs que le gouverneur de la Californie, c'est un républicain, et c'est un peu paradoxal, si je puis dire, dans la mesure où c'est connu qu'en général, les conservateurs ne sont pas très impliqués dans le domaine de tout ce qui concerne les énergies vertes. Donc c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a quand même un consensus, si je puis dire, dans ce domaine-là. Reste que le développement des énergies renouvelables, ça coûte très très cher, c'est des investissements très très lourds. Je vais parler des pays en voie de développement, de l'Afrique que vous connaissez bien. Est-ce que le continent noir a les moyens? Je pense qu'à terme, le continent a les moyens. On a parlé tout à l'heure de la télémédecine. Vous allez me demander peut-être quel est le lien. Mais lorsqu'on ne se déplace pas, justement, lorsqu'on reste sur place et qu'on est soigné, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une voiture pour conduire, pour dégager des CO2. Ça permet déjà de réduire les émissions. De gaz à effet de serre. À effet de serre. Moi, j'ai, par exemple, un comportement, et beaucoup d'autres personnes que je connais, qui consiste simplement à éteindre les lumières. Quand je me retrouve dans un hôtel, j'utilise le minimum dans ma chambre d'hôtel. Et j'essaie d'inculquer la même chose à mes petits-enfants, à mes enfants, etc. Et je pense que ces comportements-là, les Africains pourraient d'abord commencer par cela. Il n'y a jamais, à mon sens, des petites économies. D'accord. Voilà. Alors une autre question, mais cette fois, c'est pas moi qui vais vous la poser. C'est quelqu'un que vous connaissez très très bien. Je vais vous demander de regarder et d'écouter. Bonjour Jacques. Alors je sais que dans la télémédecine, on utilise des outils diagnostiques à distance. Nous, dans les Tech for Food, on utilise des choses simples comme des téléphones. Est-ce que demain, pour la télémédecine, on fera aussi appel à des téléphones peut-être pour faire des tout premiers diagnostics, même au fin fond de la brousse? Alors d'abord, je dirais que c'est Jean-Paul Hébrard, un très bon ami. On travaille très souvent ensemble. Oui, la réponse est oui. Évidemment, le portable, nous l'utilisons déjà. C'est-à-dire que lorsque nous avons des problèmes d'énergie, lorsqu'il y a des coupures électriques, par exemple, dans les zones rurales où nous offrons nos services, l'alternative, on contourne le problème notamment en utilisant le téléphone portable. C'est-à-dire que le médecin peut consulter à distance à partir de son téléphone portable. Alors, coup de pouce pour la planète, ce sont aussi des coups de gueule, les vôtres et les nôtres. On parle souvent d'une vie de chien, et si on se mettait dans la peau d'une vache, Frantz Vaillant a essayé, en passant à celle qui s'exhibe en ce moment au Salon de l'Agriculture à Paris. Moi, le Salon de l'Agriculture, ça me broute. Allez, plus que quelques jours à tenir. Trop de monde ici, trop de bruit, et puis la nuit, trop de cauchemars aussi. Regardez ça, 700 000 visiteurs. Ils passent du coq à l'âne avec un arrêt chez les ruminants. Tiens, déjà 3 fois qu'il vient celui-là. Il veut quoi? Que je lui prête mes cornes, il attend quoi? Que je finisse dans son assiette avec une larme de moutarde, quelques frites? Chaque Français mange en moyenne 90 kilos de viande par an. Comment ne pas être inquiet en restant ici? Et celui-là, il n'a pas une tête de végétarien. Allez, circule mon bonhomme, il y a tout à voir. Toutes ces photos, tous ces flashs. Et encore, c'est plutôt calme aujourd'hui. Pas d'hommes politiques, pas de tape sur le cul. Ils sont tous en campagne et quand moi, je rêve d'y retourner. Allez, plus que quelques jours, bientôt la maison, à moi les champs de luzerne, sans remords, je vous laisse. Les Champs-Élysées. Voilà, et nous attendons aussi vos propres coups de gueule sur notre site internet. Jacques Bonjao, ce coup de gueule, il pose quand même une question. 90 kilos de viande par individu et par an en France. Le déséquilibre alimentaire entre le Nord et le Sud, on le règle comment?
On le règle une fois de plus avec la question du développement durable. Moi, je pense que aujourd'hui, les Africains, je parle beaucoup de l'Afrique, notamment dans mes écrits, ont une opportunité historique, grâce à la mondialisation justement, pour pouvoir amorcer leur processus de développement, voire de développement durable. Parce que beaucoup considèrent malheureusement la mondialisation comme quelque chose qui était encore réversible, qui serait en train de nuire à l'Afrique. Moi, je dis très souvent que la mondialisation, elle est irréversible, elle est incontournable. Donc, il faudrait plutôt s'adapter, tirer son épingle du jeu, comme le fait les pays comme l'Inde, par exemple. Vous avez fait un reportage tout à l'heure sur l'Inde. Ça s'inscrit justement dans la mondialisation, la démarche, leur démarche par rapport à la télémédecine. Et je pense qu'on peut aller plus loin dans d'autres domaines. Alors c'est l'heure de l'éco-geste dans Coup de pouce pour la planète. Et cette semaine, nos confrères de Télé-Québec nous expliquent comment on peut préserver la planète, même au volant de sa voiture. Regardez. Chaque année, une petite voiture produit environ 3 tonnes de CO2. Si on doit vraiment conduire, la meilleure solution pour moins polluer et économiser est toute simple, consommer moins d'essence et adopter l'ABC de la conduite efficace. Sur l'autoroute, le chauffeur qui lève le pied et qui passe de 120 à 100 km/h diminue sa consommation d'essence de 20 %. Pour un aller-retour Québec-Montréal, on épargne 7 litres d'essence, ce qui fait 16 kg de CO2 en moins dans l'atmosphère. En ville, la souplesse du pied est également à pratiquer. Les freinages et les démarrages en douceur et les accélérations graduelles peuvent réduire la consommation de 40 % et notre pulsation cardiaque dans les mêmes proportions. Enfin, les trajets de moins de 5 km sont très gourmands puisque le moteur n'atteint pas sa température optimale. Et n'oubliez pas, vos éco-gestes nous intéressent. Racontez-nous ce que vous faites pour préserver la planète sur www.tv5monde.com/C2P. Vous avez une voiture, Jacques Bonjao? Ici, non. Oui, à Seattle, j'ai une voiture, oui. Une grosse voiture? Non, une voiture de taille moyenne, on va dire. On va passer au feuilleton de Coup de pouce pour la planète, du blé dans le désert, 4e et dernier épisode. La semaine dernière, nos confrères de la RTBF nous racontaient les retombées sur l'économie locale de ce blé cultivé en milieu aride, mais accro dans la belle histoire, car ce blé local se heurte à des problèmes logistiques. Ils sont là. Les champs de blé du désert s'étalent à perte de vue sur des milliers d'hectares. Dans l'alimentation du Tomboktien, le blé occupe une grande place. Les Juifs ont emmené le blé aux portes du désert. Les Marocains ont appris aux Tombouctiens comment le préparer. Les anciens colons français, eux, ont amené la baguette, le pain français, un redoutable concurrent pour le pain traditionnel. Les filières traditionnelles de transformation du blé s'appuient sur les femmes. Ce sont les femmes qui font la farine, cuisent le pain, fabriquent le couscous, les pâtes ou le vermicelle. À Diré, elles se sont groupées en coopérative Babaoudichi, ce qui veut dire espoir du terroir. Pour résister au pain français, le projet belge veut les aider à s'organiser et à s'équiper. Quand même une journée ou bien une journée et demie pour avoir un sachet. Mais si elles parviennent à avoir les machines, oui, ça serait plus rapide et qu'elles auront une très grande quantité par jour. Elles grillent ça d'abord avant de vendre ça et le sachet c'est à 500 francs. Donc c'est une journée et demie de travail. Oui. Donc si elles parviennent à avoir ces matériels, par exemple le moulin, les matériels de transformation pour les vermicelles, les couscous, les consorts, elles vont faire en quantité, amener ça au sud et avoir plus de revenus qu'ici. Elles sautent sur l'occasion. Le sud, c'est ici, à Koulikoro, à 900 km de Tombouctou, en remontant le cours du fleuve. C'est ici que se sont installés, il y a 20 ans, les grands moulins du Mali, à quelques kilomètres de la capitale, Bamako. Moi, je suis persuadé, ça reste que moi, c'est à titre personnel, on va dire, mais que ce pays, ça peut devenir la Californie de l'Afrique de l'Ouest d'ici 15 ou 20 ans, si tout le monde veut vraiment jouer le jeu de développement agricole, c'est sûr.
Pourtant, tous les projets visant à augmenter la production de blé à Tombouctou ont jusqu'ici échoué. Les Français, les Américains, les Canadiens s'y sont cassés les dents. Les Belges réussiront-ils? Les circonstances sont favorables. Les prix des céréales ont grimpé sur le marché mondial. Le blé local devient donc plus compétitif. Et surtout, la volonté politique des dirigeants du pays est claire. Ils veulent se donner les moyens de développer la filière. Par rapport aux débouchés, aujourd'hui, la grande difficulté, c'est que nous avons un seul grand industriel qui achète le blé. Les grands moulins du Mali. Les grands moulins du Mali. Donc, puisqu'il est le seul qui achète, donc ça pose problème. Le monopole des grands moulins pour l'achat du blé de Tombouctou pousse les prix à la baisse. Et sans prix attractif, les céréaliers du désert n'augmenteront pas leur production. Alors, verra-t-on un jour des centaines de pinasses et de barges acheminer des tonnes de blé vers le sud, jusqu'à Bamako et dans toute la région? C'est le défi que veut relever le projet Alkama avec un enjeu considérable, l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire du Mali et de tous les Maliens. Du blé dans le désert, reportage signé Patrick Delamal et Jacques Dauchamp. Jacques Bondjaou, vous connaissez le Mali? Oui, je connais le Mali, j'y ai été plusieurs fois. Et je dirais par rapport à ce reportage, c'est très très intéressant dans la mesure où tout projet, toute action qui vise à autonomiser les populations, à l'autosuffisance alimentaire, à mes yeux, est d'excellente nature. Donc c'est quelque chose à encourager. Naturellement, il y aura des défis, il y aura des challenges. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est pas une raison, c'est pas pour autant une raison pour abandonner. On a bien dit que le contexte était différent, le prix du blé a augmenté, mais je crois que avec l'aide de leurs partenaires, notamment les Belges, ils seront capables à terme de résoudre le problème. Alors, la semaine prochaine, un nouveau feuilleton, il sera question de la préservation du patrimoine naturel de Madagascar. Il est l'heure maintenant de passer à la séquence coup d'œil de cette émission, une façon d'aborder de façon légère un problème plutôt grave. Regardez. Herbal tea, Captain? Chamomile. There's nothing better than chamomile. You see something? Yeah. Water. Lots of water. Oh, blimey. Shut, you lazy bastard! Yes? What is it? Iceberg! A what? Iceberg, sir! Iceberg, sir. Iceberg, port side, sir. He calls that an iceberg. More like an ice cube, sir. Back to your stations, now! I swear, it was right there! You watch too many movies. Voilà, et merci à Odéon et compagnie et à Jean-Baptiste Nicolas qui a réalisé ce film pour l'ADEME. Nous arrivons à la fin de cette émission. Jacques Bondjaou, comme d'habitude, je vais vous donner un temps, 40 secondes, gratuite. Quel est votre coup de pouce pour la planète? Top chrono. Mon coup de pouce pour la planète, c'est d'abord, j'ai évoqué ça un peu au départ, c'est qu'il y a des petits gestes qui comptent. Et l'ensemble des petits gestes, plusieurs personnes qui s'associent pour se comporter d'une certaine façon. On l'a vu pour les véhicules, ça peut aider. Ça peut aider. Et en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne avec la structure que je dirige, je sais gré à nos partenaires qui ont voulu nous accompagner dans cette démarche difficile. Je sais gré notamment au ministère de la Santé publique camerounais et le ministère de l'Économie d'avoir accepté de nous accompagner dans notre démarche. Et je pense que c'est aussi le développement durable. C'est fini. Merci Jacques Bondjaou, vous avez légèrement dépassé. Merci d'avoir été l'invité de Coup de pouce pour la planète. Alors, je rappelle deux de vos ouvrages.
paru chez Comos Publishing. D'abord, Mes années Microsoft, un Africain chez Bill Gates. Ça, c'est vous racontez donc vos années au sein de ce grand groupe américain. Et puis, Mes carnets de voyage, sélection d'articles écrits et publiés sur les 10 dernières années. Merci Jacques Bonjao, au revoir, merci d'avoir été notre invité. C'est la fin de Coup de pouce pour la planète, vos coups de gueule pour la planète, vos coups de cœur, vos éco-gestes nous intéressent. Direction internet www.tv5monde.com/C2P. Rejoignez également notre communauté sur Facebook. À la semaine prochaine, notre invité sera Sylvie Brunel. À bientôt.